Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je ne fais que ça de ma semaine. Là, je suis encore dans ma semaine de femme célibataire sans enfant. Dans quelques heures, ça va changer et j'ai trop hâte de retrouver toute ma petite famille. Mais voilà, pour l'instant, je suis toute seule à la maison et en fait, avec toutes les lectures que j'ai fait au mois de juillet, clairement, il fallait que je fasse les updates lecture tout de suite, même s'ils seront postés très certainement début septembre, au moins. Voilà, ce sera fait. Donc voilà, j'ai 3 lectures à vous présenter et donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le dernier roman de Brittany C. Sherry, c'est The Coldest Winter, que j'ai lu sur ma liseuse, mais je pense que c'est chez Hugo Roman, j'imagine, en termes d'édition. Il faut savoir que Brittany C. Sherry, j'avais adoré sa saga, sa série plutôt, The Elements, où c'est globalement de la romance contemporaine, mais il y a toujours un fond très difficile, toujours des thématiques qui sont très importantes, très dures, et c'est vraiment bien de les traiter. Et j'avais envie de tester autre chose d'elle, et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman, voilà, clairement je me suis lancée dedans. Globalement, pour cette histoire-là, on va suivre Milo, qui est un jeune homme de 19 ans, si je ne dis pas de bêtises, et de Starlet, qui a 21 ans, enfin qui vient d'avoir tout juste 21 ans, qui est à la fac, elle veut devenir enseignante, et le jour de son anniversaire, en fait, son copain qui était avec elle depuis très longtemps, elle se rend compte qu'en fait il la trompe et ça va briser un petit peu ses rêves parce qu'elle avait sa vie qui était toute tracée, se fiancer à tel âge, se marier à tel âge, faire des enfants à tel âge, avoir ce travail, ce machin, ce truc et tout. Elle avait vraiment son plan de vie qui était toute tracée et là ça va un petit peu briser ce plan de vie là. Donc sa coloc de chambre, qui est aussi sa meilleure amie, va l'emmener dans une soirée étudiante, alors que souvent elle n'y va pas trop parce qu'elle est tellement sérieuse et concentrée sur ses études que voilà. Mais rupture oblige, voilà, elle va en soirée étudiante où elle rencontre Milo justement, qui est un très charmant jeune homme, et elle voit bien que Milo, il y a quelque chose qui cloche, qu'il est triste, il a l'air malheureux, mais il a un petit côté aussi un petit peu séducteur. Elle a aussi envie de passer du bon temps, ils ont tous les deux envie de passer du bon temps, ils passent la nuit ensemble et normalement ils ne se revoient jamais. Et ça convient parfaitement aux deux, même si ça titille un petit peu, ils se souviennent, ils se disent que c'était quand même plutôt pas trop mal et c'est dommage qu'ils ne se revoient jamais. Sauf que Starlet, elle va commencer son stage de professeur dans un lycée, et le premier jour où elle va arriver dans la classe de terminale du coup j'imagine, elle va se rendre compte que Milo est élève dans cette classe là, donc déjà il est plus jeune qu'elle, il est pas majeur, alors qu'elle, elle pensait vraiment qu'au vu de sa carrure, de tout ça, du fait qu'il soit dans une soirée étudiante, il était majeur, sauf que non, alors que elle, oui. Bon, même si nous en France il aurait été majeur, mais bon bref, aux États-Unis non. Et en plus, le problème, c'est que c'est son élève du coup. Et en prime de tout ça, il y a le proviseur du lycée qui est aussi l'oncle de Milo. Il va demander en fait à Starlet de lui donner des cours particuliers parce qu'il a vraiment besoin que son filleul remonte la pente. Il vit des choses très difficiles depuis 1 an. Et voilà, il se laisse complètement couler alors qu'il n'est pas bête du tout. Et il a besoin d'une tutrice, donc voilà, globalement c'est à peu près ça le pitch de base. Les gros sujets qui sont traités dans ce roman-là, puisque comme toujours, elle va traiter des sujets très difficiles, très importants. C'est le sujet du deuil. Voilà, les deux personnages ont vécu le même deuil. C'est juste que Starlet, son deuil, il date un petit peu. Donc elle a eu le temps de passer par plein de phases, alors que Milo, lui, ça fait tout juste 1 an. Et il est encore dans des étapes que Starlet, elle a vécu il y a déjà très longtemps. On va aussi avoir le sujet de l'addiction, de l'alcoolisme et de la maladie aussi, puisque un des personnages va découvrir qu'il est malade, enfin en tout cas qu'il a une maladie qui est pas mortelle mais qui va être très handicapante pour le reste de sa vie. Et voilà, donc
Je vous ai posé le résumé, je vous ai posé les thèmes principaux. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était une lecture trop addictive, c'était trop bien. J'ai adoré ma lecture parce que c'est une histoire d'amour qui est si belle, mais vous n'imaginez pas à quel point elle était belle. Ce sont des jeunes gens, ils ont 21 et 19 ans, mais ils parlent, ils se disent les choses. Et il y a de la communication qui fait qu'il y a quasiment jamais de non-dit, jamais d'incompréhension, d'interprétation erronée. Ça, il n'y a pas en fait. Souvent, dans ce genre d'histoire-là, la grosse péripétie, parce qu'il y a toujours une grosse péripétie qui va se passer, c'est que soit le personnage va tromper l'autre, soit il va y avoir quelque chose qui va se passer et un des deux personnages va se confronter à ce qui s'est passé, mais ne pas forcément l'interpréter de la bonne façon, et du coup ça va amener à une rupture qui n'aurait peut-être pas eu lieu si les personnages avaient communiqué entre eux. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'il va y avoir une chose qui va se passer, qui va être très difficile, et à un moment donné, du coup, les deux personnages vont devoir se séparer, enfin vont se séparer. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'en se séparant, et ben en fait, ils vont communiquer et les deux personnages vont se remettre en question chacun de leur côté et vont analyser la situation pour vraiment comprendre la situation telle qu'elle est. Comprendre qu'en fait ils sont fous amoureux l'un de l'autre, mais qu'il y a des circonstances, il y a des choses de la vie qui font que leur amour il est peut-être pas possible parce que bon, déjà il y a le côté prof-élève qui est compliqué. S'ajoute tout un tas de choses qui sont compliquées aussi, mais ce que je trouve incroyable, c'est que oui, la communication dans un couple, il n'y a rien de mieux, franchement, pour le vivre au quotidien, et je pense que pour avoir un couple qui dure, il faut communiquer, il faut dire quand ça va pas, il faut dire pourquoi ça va pas, il faut pas hésiter en fait. Alors effectivement, il y a des façons de dire les choses, mais il faut pas hésiter parce que un non-dit, un secret, un mal-être, ça va gangréner et ça va faire gangréner en fait la relation. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Et je trouve ça tellement bien, mais vraiment tellement bien que l'auteur soit parti dans ce sens-là pour montrer qu'une relation, elle peut être saine, pour montrer qu'une relation, elle peut être belle. Là en plus, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que Milo, il est dans une détresse pas possible. Starlet, elle va lui apporter une aide folle. Elle a vraiment une approche incroyable et je la trouve vraiment merveilleuse, son approche avec Milo en tout cas. Et Milo, c'est pas du tout un bad boy. Il vit des choses difficiles, il a des comportements qui sont un petit peu autodestructeur, on va dire, mais pour autant c'est pas un bad boy, c'est pas un gars qui est désagréable, qui est atroce avec Starlet et elle va quand même tomber amoureuse de lui. Non, en fait, l'histoire d'amour elle est véridique et elle est saine. Vraiment c'est ça le mot qui décrit cette histoire d'amour, c'est vraiment, c'est sain et c'est bénéfique et c'est beau et voilà, j'ai adoré ma lecture. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu pleuré quand même à certains moments parce que voilà, on parle du deuil, on parle de séparation alors qu'on s'aime par-dessus tout, on parle d'addiction, on parle de plein de choses qui sont très difficiles et en plus de ça, je vous cache pas, moi qui suis archi sensible, donc je pleure régulièrement dans les livres, ça m'arrive de rigoler aussi d'ailleurs, mais là en l'occurrence c'était plus... les deux, je crois que j'ai rigolé à 2-3 moments quand même. Mais je le lisais, tellement j'étais en frénésie de lecture, je le lisais aussi à la boutique. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où j'avais les larmes aux yeux et quand ma sonnette retentissait pour me dire qu'il y avait un client, c'était pas évident parce que j'avais plein de larmes dans mes yeux. Et voilà, il fallait que j'essaye de faire sécher ça très rapidement parce que ça se fait pas trop quand même et puis c'est un petit peu bizarre. Mais donc voilà, je vous conseille chaudement, si vous aimez les romances, si vous aimez les sujets poignants, vraiment poignants, avec, alors pas l'écriture du siècle, hein, Brittany Chéri, c'est pas une écriture archi complexe, archi travaillée, mais c'est percutant, c'est beau, il y a de la réflexion, ça se lit tout seul et franchement, n'hésitez pas une seconde. Si vous êtes en période de deuil, j'aurais tendance à vous dire... non, parce que voilà, c'est le gros sujet de cette histoire et c'est très difficile à certains égards. Même moi qui n'ai pas vécu le même deuil que les deux personnages,
bah voilà, c'était dur à certains moments, donc voilà, je vous le déconseille si vous êtes en période de deuil, mais sinon, franchement, trop bien, vraiment trop bien. Je ne vous le redirai jamais assez, si vous aimez les romances contemporaines qui traitent de sujets importants, allez-y, les yeux fermés. Après avoir terminé ce roman, j'avais envie de quelque chose de différent, j'avais envie de fantasy fantastique, et c'est surtout que j'avais envie de relire une réécriture de La Belle et la Bête, puisque comme vous avez peut-être pu le voir, du coup ça devait être début août que vous avez eu cette update lecture, j'ai abandonné Bend Her début juillet, ça ne l'a pas du tout fait pour moi, et j'étais très frustrée parce que c'est pas possible. Les réécritures de La Belle et la Bête, j'adore, et là le fait d'être restée sur un échec, ça ne me convenait pas du tout. J'en ai d'autres, des réécritures de La Belle et la Bête dans ma pile à lire, donc j'ai sorti The Beauty of the Beast de F.V. Estier, bref, de cet auteur-là. Je savais en le lisant que du coup c'était une réécriture de La Belle et la Bête. En même temps, quand on voit la couverture, voilà, on s'en doute que c'est une réécriture, hein, sans avoir besoin de... En fait, le titre et la couverture, voilà, on s'en doute. Et je savais aussi que c'était une romance MM. On va dire que c'est Le Beau et la Bête, du coup. J'avais envie de me lancer dedans parce que pourquoi pas, en fait. Et je voulais ne pas rester sur un échec. Alors, je vous cache pas que j'avais un petit peu d'appréhension quand même, parce qu'après avoir eu cette déconvenue-là avec Bend Her, j'avoue que j'étais un petit peu stressée. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc, je vous fais un résumé. On est clairement sur une réécriture de La Belle et la Bête. Enfin, oui, de La Belle et la Bête. On va avoir le personnage de Victor qui est profiler auprès de la police et qui, lorsqu'il avait 7 ans, il a vu la bête tuer son père. Depuis ce jour-là, il s'est juré de retrouver cette bête et de la tuer ou de la traduire en justice, on va dire, parce que c'était juste pas possible. Ça l'a mis dans une situation très compliquée au niveau familial, parce qu'il était déjà orphelin de mère, donc il se retrouvait orphelin avec sa grand-mère qui, soit dit en passant, était un personnage détestable. Bref, donc voilà, on a ce beau, du coup, qui s'appelle Victor, qui est devenu profiler parce que, voilà, en parallèle de son métier, ça lui permettait d'accéder plus facilement à des informations pour essayer de retrouver cette bête. De l'autre côté, on a... Alors moi, j'arrête pas de dire Damien, mais en fait, ça s'écrit Damian. Donc moi, je vais dire Damien, mais ça s'écrit Damian. Donc voilà. Bref, on a Damien qui est enfermé dans son château avec Vera. Je crois qu'elle s'appelle Vera, qui va l'aider parce que elle peut sortir en fait du château pour aller récupérer des denrées, ce genre-là, et entre autres récupérer des hommes qui pourraient lever la malédiction si la bête elle arrive à se faire aimer de ces hommes. Sauf que la bête elle est pas une bête pour rien, puisque en fait il s'est passé quelque chose quand le manoir était encore plein de gens, de nobles, avec son père, tout ça. Il y a eu, je vous dis pas quoi, mais il y a eu quelque chose, et du coup ça l'a complètement fait vriller. Il a dû prendre des décisions qui, voilà, l'ont fait basculer du côté obscur, on va dire, et il est devenu tueur à gages, en fait. Il avait besoin de ce côté sanglant, et tueur à gages, du coup, c'était une bonne solution. Et il se trouve qu'un jour, il va tuer la mauvaise personne, et donc il va se faire maudire dans son manoir, où il va être enfermé, où il ne va pas pouvoir mourir, même s'il va essayer un nombre incalculable de fois de se tuer, il ne va pas y arriver. Et il a un temps bien défini, donc avec la rose, qui, bah voilà, s'il n'arrive pas à se faire aimer malgré ses travers et sa noirceur, et ben quand le dernier pétale sera tombé, la malédiction sera permanente à vie. Enfin à vie, pour l'éternité on va dire. Voilà, donc clairement on est sur une réécriture vraiment pure et dure de La Belle et la Bête. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le personnage de Victor ce soit un profiler. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'ai trouvé ça très chouette d'avoir plein de flashbacks assez régulièrement pour savoir ce qui s'est passé réellement, pourquoi Victor le haït autant,
comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il est vraiment arrivé à Damian quand il était plus jeune avant la malédiction, comment est-ce que la malédiction elle a été mise en place, parce qu'au fur et à mesure des chapitres et des flashbacks, on se rend compte que en fait il s'est passé d'autres trucs avant la malédiction et il a déjà vrillé avant et pendant un certain nombre d'années avant d'être maudit. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. La romance entre les deux, je l'ai trouvée vraiment très bien parce que, comme je vous disais en fait, pour Bend Her et que ça m'avait énormément gênée, c'est que Damian, il est pas vraiment cruel en fait avec Victor. Alors au début, il est très virulent dans sa façon de lui parler parce que en plus il se rend bien compte qu'en fait Victor il n'attendait qu'une chose, c'était de le trouver pour le tuer. Donc il y a une petite animosité on va dire qui va se mettre au début, sauf qu'au fur et à mesure que les personnages vont se découvrir, au fur et à mesure que Victor va découvrir la noirceur de Damian, et il va se rendre compte que certes il y a de la noirceur, il y a des circonstances atténuantes, ça n'enlève en rien l'horreur de ce qu'il a infligé à certaines personnes, mais il y a des circonstances atténuantes et la romance elle va petit à petit se tisser, mais ça va pas être instantané. Et je sais pas, j'ai trouvé là que c'était cohérent. Il y a pas trop en fait le côté bad boy, parce que j'aime plus du tout le côté bad boy et c'est vrai qu'on pourrait se dire pour le coup, La Belle et la Bête, on est vraiment là-dessus. Alors qu'en fait, non. On est sur, pour moi, une histoire de rédemption, un petit peu, où la bête, elle a été cruelle avec d'autres gens, avec qui vous voulez dans le passé. Et là, elle a compris, en fait, et elle cherche la rédemption. Et du coup, avec la Belle, ou là, en l'occurrence, avec le Beau, il n'y a pas vraiment de cruauté, il n'y a pas vraiment de méchanceté. Alors, peut-être un petit peu, là, dans celui-là, parce que... Damian, il a des grosses casseroles qui traînent derrière lui quand même, hein. On est sur pas mal du lourd. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que Victor, ça fait des années, ça fait peut-être 23 ans qu'il voue une haine à cette bête. Et quand il va apprendre la vérité sur la situation, ce qui est chouette, c'est qu'il va mettre longtemps avant de passer outre parce que en fait il va se rendre compte que c'était peut-être pas exactement ce qu'il avait anticipé, ce qu'il avait compris. Et pour autant, alors même s'il va y avoir une petite attirance entre les deux personnages, il va pas réussir à passer outre tout de suite. Il va se rendre compte que tout ce qu'il ressent depuis 23 ans, c'est pas dirigé vers la bonne personne. Mais ça va pas être en un claquement de doigts. Ah en fait c'est l'homme de ma vie, c'est bon, allez, on fait des enfants. Enfin, on s'entend, hein, du coup faire des enfants c'est un peu compliqué, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas le côté, allez, ça y est, on se marie, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de l'éternité. Bref, il va y avoir du temps et ça va être très chouette. Donc j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. On n'est pas du tout sur un coup de cœur, c'est pas du tout la meilleure réécriture que j'ai lue, hein, clairement avec un palais d'épines et de roses, avec un sorcier noir et éternel. Voilà, déjà rien que ces deux-là, on est sur le haut du haut du haut, donc ça ne détrônera pas ces sagas-là, mais c'était très agréable. C'était très chouette aussi de lire un one-shot, et voilà, j'ai passé un agréable moment de lecture, et il y a eu un petit côté de frénésie de lecture sur la fin aussi, donc c'était plutôt chouette, franchement, plutôt chouette. Et donc voilà pour cette deuxième lecture, on va pouvoir passer à la troisième. Et donc là, clairement, je suis allée au plus rapide. On était le 31 juillet. Je voulais rajouter une lecture pour mon mois de juillet. Donc je vous cache pas que j'ai lu un petit peu plus que la moitié le 31 juillet. Mais je l'ai fini le 1er août. Mais bon, je le ferai passer quand même dans mes lectures du mois de juillet. Et il s'agit du tome 2 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui aux éditions Casterman. Donc c'est un manga, donc il a fallu que je me refasse à la lecture manga parce que vous le savez très certainement, les BD, les mangas, les graphiques, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais quand on avait été au festival de la bande dessinée à Angoulême, on avait vu cette saga et c'est vraiment le côté réécriture de Donjons et Dragons. C'est le côté un petit peu rigolo, le côté bouffe aussi, hein, clairement. Et pour vous replanter le décor, on va suivre une guilde qui va partir dans un donjon pour essayer de sauver la sœur
de l'humain en armure là, donc du chevalier peut-être, bref, qui s'est fait gober par un dragon. Donc ils partent à l'aventure et en fait le souci dans ces donjons là c'est le fait de se nourrir et ils se disent, en tout cas surtout le personnage en armure là, il se dit que ce serait si chouette s'il pouvait manger les monstres qu'il dégomme en fait, ce serait l'idéal. Et ils vont rencontrer Senshi je crois, ah j'ai une mémoire de son prénom quand même, qui est un nain qui va se joindre à eux et qui va leur dire qu'en fait lui il vit dans le donjon depuis des lustres et lui sa passion c'est de cuisiner les monstres justement. Et donc chaque chapitre va être une progression dans ce donjon où à la fin on aura une recette qui sera faite en fonction des créatures qu'ils auront côtoyées et voilà. Donc l'histoire c'est clairement la continuité de ce qui se passe dans le tome 1 et j'ai passé un agréable moment de lecture, c'était très chouette, c'était assez rigolo aussi. Ça se lit bien évidemment tout seul parce que voilà, le manga en plus il est franchement pas très gros, hein. Il fait même pas 200 pages. Bon, allez, si, il fait pratiquement 200 pages. Donc franchement ça va très vite et si vous voulez une petite réécriture de Donjons et Dragons version gloutonnerie, et ben c'est très sympa. Moi qui n'aime pas les mangas, et ben je passe un très bon moment et c'est très chouette. Et on a des créatures en plus qui sont vraiment des fois toutes choupies. Et si je peux vous donner, je peux vous montrer, voilà, on va avoir ce genre de recette là. Alors je sais pas si vous allez voir, là on est sur un brunch maraîcher en direct du champ des golems. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo, c'est rafraîchissant et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est très sympa. Et si vous avez envie d'une petite lecture qui se lise tout vite, que vous ne connaissez pas et que vous aimez bien les mangas ou même que vous n'aimez pas forcément les mangas, ça se lit très bien et je vous le conseille quand même sans problème. Du coup voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!